fait de rendre cette de noblesse au secteur HORECA est un élément fondamental, puisque nous devons bien nous rendre compte que cela contribue fondamentalement à l'attractivité de ce secteur, tant de la part des clients que de la part des personnes qui vont y travailler. C'est essentiel, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui y travaillent en région de Bruxelles-Capitale. Il faut leur donner l'envie d'être attirés par ce secteur. Il faut leur redonner l'envie du travail. C'est vrai que c'est du travail peut-être avec des horaires pénibles, mais c'est un travail valorisant. Maintenant, vous l'avez très bien dit aussi, comment rendre cette lettre de noblesse? C'est en travaillant sur l'offre. L'offre aujourd'hui, elle n'est pas toujours qualitative, c'est-à-dire que nous avons beaucoup trop d'HORECA par rapport au nombre d'habitants. Ce qui fait que malheureusement, on l'a constaté d'ailleurs en faisant une petite comparaison entre Paris et Bruxelles, on s'est rendu compte qu'en termes de nombre d'habitants, nous avions beaucoup plus de restaurants à Bruxelles qu'à Paris, et donc que pour exister, certains malheureusement allaient dans des niches qui étaient souvent très peu qualitatives. Et donc nous devons là aussi travailler d'arrache-pied pour supprimer ces HORECA qui donnent vraiment une mauvaise image. Durant ces 6 années, en qualité d'échevin de l'urbanisme et du patrimoine, j'ai rencontré à de nombreuses reprises le secteur HORECA, la fédération HORECA et les différents sous-secteurs, avec un dialogue souvent très constructif, très intéressant, et chaque fois avec en ligne de mire la volonté de upgrader la situation, faire en sorte de faire mieux avec les mêmes moyens. Et je pense que c'est vrai que ça n'est pas en 6 ans qu'on peut changer totalement la situation, changer une image, ça se fait sur du long terme, mais je vous assure que nous avons voulu travailler d'arrache-pied, et je pense par exemple à ce que nous avons pu faire sur l'îlot Sacré. Sur l'îlot Sacré, c'est vrai que nous avions une situation où beaucoup de mes collègues me disaient « on ne veut plus rentrer dans ce quartier-là, laissons-les mourir de leur belle mort ». Ils ont décidé de rentrer dans une forme de racolage illicite, vraiment, et de tuer eux-mêmes, d'étouffer leur quartier. Eh bien, on est parti d'un autre pied et de choisir l'intervention active avec un changement sur l'entièreté de la physionomie du quartier. C'était pas évident, je vous avoue que certains n'y croyaient pas, y compris dans mes collègues. On disait mais laisse-les mourir, on ne va pas investir 1 euro là-dedans, c'est une bande de mafieux, et on entendait un peu de tout. Et nous avons dit, eh bien non, au contraire, nous allons travailler de façade à façade pour refaire l'espace public. Nous allons travailler et imposer de refaire des devantures qui soient dans la légalité. Nous allons imposer que les enseignes, que les devantures commerciales, que tout le concept lié à la présentation de ces HORECA soit à la hauteur de nos ambitions. Nous sommes dans le centre-ville, nous sommes dans la zone UNESCO, nous devons faire en sorte que ce soit à la hauteur de ce que souhaitent les Bruxellois et ce que souhaitent les touristes. Nous pourrions faire mieux avec les atouts que nous avons. Nous avons les atouts, mais nous les gardons en poche. Maintenant, la façon de les mettre en valeur, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le tourisme est devenu une matière régionale essentiellement. Je rappelle que pendant des années, ce sont les communes qui s'en occupaient. Il n'y avait pas vraiment de compétences liées au tourisme, c'était un peu partagé entre les uns et les autres. Je déplore malheureusement que la région de Bruxelles-Capitale n'ait pas pris pleinement la mesure de l'utilité de ce tourisme. Je pense à des réunions que nous avons eues encore récemment avec le secteur touristique chinois, parce qu'ils viennent nous voir, ils nous proposent de créer un quartier chinois à Bruxelles, donc nous essayons d'y répondre en gardant à l'œil que nous devons garder notre spécificité, notre patrimoine, notre architecture, mais nous pouvons intégrer cela. Ça fait partie en tout cas des ambitions pour ces prochaines années, parce que aussi nous pouvons attirer cette population et qu'elle doit pouvoir consommer. Si on ne vise pas ce tourisme de qualité, je pense, à autre chose que du Airbnb, eh bien, nous serons condamnés à avoir une baisse importante de la fréquentation de notre HORECA en général. Et je pense que ceux qui viennent aujourd'hui dans la version Airbnb du tourisme, eh bien, ce ne sont pas des vrais consommateurs, ce sont des personnes qui vont dans les petits night shops, dans les petits supermarchés, mais qui ne consomment pas comme des touristes. Pourquoi est-ce que je suis tellement remonté sur les abus aujourd'hui d'Airbnb? C'est qu'il y a pour moi des abus de 4 ordres. Le premier, c'est la concurrence déloyale vis-à-vis du secteur hôtelier. Je l'ai déjà dit, elle est considérable et elle est aujourd'hui très malsaine. Elle a tendance aujourd'hui à tuer petit à petit le secteur hôtelier, puisque ce sont des marges importantes qui sont en train de partir de ce secteur vers un secteur illégal. Le deuxième, il ne faut pas l'oublier, ce sont les Bruxellois eux-mêmes. Les Bruxellois, comme habitants, vous ou moi qui souhaiterions
louer un appartement, eh bien, on se retrouverait avec une raréfaction du nombre de logements, puisque, comme je l'ai dit, 6 000 logements en région Bruxelles-Capitale sont captés dans une autre catégorie et quittent le marché locatif classique. Donc, quand on parle de crise du logement, je me pose des questions par rapport au travail que fait la région Bruxelles-Capitale pour mettre fin, enfin, à ce qui, pour moi, s'apparente à un véritable hold-up sur le marché du logement. Le troisième abus concerne simplement les autorités communales, puisque imaginez 1500 logements sur le territoire de la ville de Bruxelles, à considérer qu'on met en moyenne 2 habitants qui seraient domiciliés, en considérant que ça fait 1500 multiplié par 2, 3000 habitants, en imaginant que chacun ne payerait que 1000 € d'impôts par an, c'est vraiment pas beaucoup en moyenne, on a déjà une perte de 3 millions. Et quand on sait que les Airbnb ne payent quasiment pas de taxes, on a un vrai problème. Et enfin, le quatrième souci que je relève avec les Airbnb, ce sont les nuisances liées à l'arrivée d'Airbnb dans des copropriétés, dans des immeubles. C'est vrai que ce sont les nuisances en termes de bruit, puisqu'il n'y a pas le même respect. Quand vous êtes voisin toute l'année ronde, vous avez tendance à connaître vos voisins et à mieux les respecter. Si vous ne restez que 2, 3, 4 jours dans un immeuble, vous faites la fête, vous partez, et le suivant continue à faire la fête, c'est une autre problématique. Et donc on a beaucoup de plaintes liées à cela, mais ce sont aussi des plaintes liées même à la propreté. Parce que quelqu'un qui vient pendant quelques jours dans un Airbnb, quand il part, il met ses poubelles, peu importe qu'on soit le lundi, le jeudi, le samedi, il les laisse sur le trottoir, avec aussi ces problèmes liés à ça. Mais il y a toute une série d'autres problèmes que je ne vais pas évoquer ici, mais je vous dis, aujourd'hui, ça n'est pas réglé et c'est un vrai problème pour les Bruxellois, parce que ce sont finalement les Bruxellois qui payent la facture. Je pense que nous devrions, même s'il s'agit d'une politique fédérale, nous devrions penser à travailler sur le secteur en favorisant, suite à un dialogue et à des engagements mutuels, à une TVA à 6%. Nous devrions travailler sur une série d'éléments qui favoriseraient le fait de pouvoir justement sortir quelques éléments de la note pour rendre le secteur viable et acceptable. Parce que moi, ce que je veux dans mon assiette, c'est quelque chose de qualité. Et ce que le restaurateur veut dans son portefeuille, c'est aussi quelque chose de qualité s'il fait du travail de qualité. Il suffit de voir les chiffres, je l'ai cité tout à l'heure, quand on sait que sur 10 ans, 2 restaurateurs sur 3 risquent de faire faillite, je crois que tout est dit. Et nous devons travailler en bonne intelligence avec les différents niveaux de pouvoir, parce que je pense que tout n'est pas dans les mains du fédéral, tout n'est pas dans les mains des communes ou dans les mains des régions ou des communautés. Nous devons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons mettre intelligemment les choses ensemble, parce que il y a aussi, et c'est très important de le souligner, une charge en termes d'engagement de personnel peu qualifié ou sous-qualifié qui est très importante. Et le secteur ECA prend pleinement cela à sa charge. Et donc, oui, il faut pouvoir rétribuer aussi le secteur ECA par rapport au fait qu'il forme de facto ces personnes, et donc il faut pouvoir les payer de façon correcte par rapport aux horaires difficiles qu'ils ont. La rénovation des boulevards du centre, elle concerne la sécurité, la propreté, l'environnement, la qualité de vie, la mobilité, je l'ai déjà dit, l'architecture, le patrimoine, l'urbanisme, les devantures commerciales et cette diversité du commerce. Elle concerne toute une série d'éléments, y compris jusque à une offre diversifiée de logements, par exemple. Et nous devons travailler sur l'entièreté de ces éléments en même temps. C'est difficile, évidemment. Donc aujourd'hui, nous avons pris la mesure des critiques, nous avons pu entendre cela, nous avons essayé d'améliorer le projet. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui vont dans le centre se rendent compte que l'image a déjà changé. Et je peux vous dire que, comme échevin d'urbanisme, nous avons pu travailler en main dans la main avec promoteurs, développeurs et investisseurs pour développer toute une série d'îlots et de dossiers qui étaient problématiques autour des boulevards du centre. Les Bruxellois ont beaucoup de bon sens, et les touristes aussi. Quand ils nous disent que la ville est sale, c'est qu'ils le ressentent comme tel. Donc nous devons en tenir compte et nous devons faire en sorte de donner les moyens pour que cette ville soit demain plus propre. C'est vrai que je constate que certains ont un peu fait une forme de déni autour du fait que la ville était sale. Moi, je suis toujours consterné quand je vais le samedi soir ou le dimanche soir sur la Grand Place ou sur le pourtour
de la Grand Place et que je constate des poubelles qui sont remplies avec des montagnes autour de crasse, je trouve que ça n'est pas admissible. Nous devons faire en sorte que Bruxelles soit propre tous les jours. Tous les jours, il y ait une vraie propreté, qu'on ne soit pas juste dans quelque chose de relatif, que ce soit une ville propre qui encourage d'ailleurs la propreté. Nous devons aussi renvoyer la responsabilité vers les organisateurs d'événements. C'est aussi important parce que quelqu'un qui organise un événement et qui laisse la ville jonchée de détritus, ça n'est pas normal. Donc nous devons aussi être plus sévères vis-à-vis de ces organisateurs et leur renvoyer la responsabilité en les taxant éventuellement. Il doit y avoir des amendes à la clé. Si vous faites un événement et que le lendemain on trouve votre trottoir jonché de détritus, vous êtes responsable, que vous le vouliez ou non. Et donc ça, c'est aussi un élément que nous devrons mettre en place ces prochaines années. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas faire le procès de ce qu'est la mobilité. Je me suis assez énervé sur Pascal Smet parce que je pense qu'il est aujourd'hui l'instigateur des embouteillages. C'est aujourd'hui, lui, le principal responsable de la mobilité ou de l'immobilité bruxelloise par une série d'actions visant en fait à bloquer les entrées de Bruxelles. On l'a assez dit et j'avoue que je me suis déjà assez énervé sur le sujet, mais ici, je pense que ce qu'on attend de nous comme responsables politiques, c'est de trouver des solutions. Alors, au niveau de la ville de Bruxelles, je peux vous dire que nous travaillons d'arrache-pied pour essayer de créer une offre en matière de nouveaux parkings. Je pense que nous devons mieux marquer le coup, mieux montrer où il est possible pour les Bruxellois de se stationner à des prix aussi qui ne soient pas dissuasifs. Et ça, c'est très important. J'espère qu'on pourra travailler avec les différentes applications, je pense à Waze, je pense à d'autres applications du même type, pour mieux indiquer des parkings qui soient accessibles, qui soient disponibles et marquer éventuellement même les places encore disponibles. Ça, ce sera un élément important ces prochaines années. J'avoue que j'ai beaucoup d'espoir sur les nouvelles technologies qui, je l'espère, nous aideront à cela pour améliorer grandement notre mobilité et l'accessibilité de nos quartiers.